Pierre de Coubertin lors des JO de 1912 à Stockholm. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette rentrée d'octobre. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la toute nouvelle saison de l'Olympiade femelle. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de self-defense féministe. Pour cela, j'ai rencontré Idaline, formatrice et cofondatrice de Lorelai, et Pauline et Marie, membres de l'association. Avec elles, nous avons discuté de la définition de self-defense féministe, d'agressions ordinaires, de capacité à communiquer et à gérer ses émotions, et de stages un peu secrets. L'autodéfense, c'est un ensemble de pratiques utilisées pour se défendre. Et oui, comme son nom l'indique. Dans ses travaux, Irène Zellinger, sociologue et formatrice en self-defense féministe, explique que l'autodéfense a vu le jour en Occident dans les années 1900, s'inspirant directement des arts martiaux japonais tels que le judo ou le jujitsu. Elle distingue l'autodéfense féminine et l'autodéfense féministe. C'est d'abord l'autodéfense féminine qui naît. Cette dernière s'adresse principalement aux femmes bourgeoises pour leur permettre de se promener en pleine rue sans risque d'agression, ou tout du moins avec tous les outils nécessaires pour se protéger. Parce que bon, quand même, une riche qui se fait déglingue par des pauvres, ça fout la honte. Alors que les pauvres qui se font déglingue, on s'en bat les ovaires. L'autodéfense pour femmes n'est pas seulement une pratique. Dès les débuts, les instructeurs TRIS produisent des manuels pour leurs étudiantes et pour faire connaître plus largement leurs méthodes. Ces publications s'inscrivaient dans une tradition de conseils de sécurité pour femmes qui avait majoritairement existé avant l'arrivée de l'autodéfense pour femmes, dans deux types de publications, à savoir les manuels de savoir-vivre et les romans. Les deux genres se basaient sur les inquiétudes autour de la sécurité des femmes liées à des normes sociales changeantes. Les femmes dans l'espace public, surtout dans un environnement urbain, étaient souvent perçues comme des objets sexuels, alors que le discours dominant acceptait ceci pour les femmes racisées et de la classe ouvrière. Cela menaçait la réputation de la femme blanche respectable. Les conseils de sécurité visaient donc le maintien de la respectabilité de la femme blanche. Deux messages principaux étaient véhiculés. Ne pas attirer l'attention et n'avoir besoin de personne. La motivation sous-jacente était de pouvoir profiter de l'espace public librement, sans importuner d'autres gens. Des manuels victoriens de savoir-vivre conseillaient aux femmes de rester aussi invisibles que possible, de porter des couleurs sombres, de marcher avec détermination et d'ignorer les hommes irritants. Irène Zellinger, une brève histoire de l'autodéfense pour femmes. En 1920, aux États-Unis, des agentes de police étaient même formées pour identifier et arrêter des harceleurs de rue. L'autodéfense féministe est quant à elle apparue en Europe en même temps que le mouvement des suffragettes. Il s'agissait pour les femmes d'un moyen d'accession vers l'émancipation. C'était une technique transmise par et pour les femmes. En bref, l'autodéfense féministe, c'était une méga pratique d'empowerment. Mais pas de bol, l'arrivée de la Première Guerre mondiale bousille tous ces efforts. Après la guerre, l'autodéfense féminine reprend sa place, mais l'autodéfense féministe a bel et bien disparu. Ce sont majoritairement des mecs qui transmettent leur savoir à travers des cours et des manuels. C'est la force physique qui est au centre de la pratique. La, entre guillemets, femme est considérée comme vulnérable et faible, et l'autodéfense lui permet de gagner en force pour faire face aux agressions de rue. Les agressions non physiques, les agressions ordinaires et les agressions de la part des proches ne sont pas prises en compte. C'est finalement dans les années 60, avec la création du MLF, Mouvement de libération des femmes, que l'autodéfense féministe renaît de ses cendres. Les femmes se réapproprient cette pratique, créent des cours en non-mixité, échangent sur leurs propres expériences. La culture physique n'est pas au centre. Dans les années 80, les techniques se diversifient en fonction des publics. Femmes racisées, âgées, lesbiennes, etc. Avant de vous balancer la super interview de Lorelai, je vous partage une micro-interview de ma maman, avec qui j'ai participé à un cours d'autodéfense féministe en mixité choisie. Par avance, je m'excuse pour les personnes qui ne s'identifient ni en tant qu'homme, en tant que femme ou en tant que personne non-binaire. Donc là, c'était vraiment un cours d'autodéfense féministe en non-mixité choisie. C'est du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'il y a une intersection des luttes où on considère toutes les minorités de genre, mais aussi toutes les minorités opprimées.
Est-ce que tu as compris pourquoi, au début du cours, la personne qui donnait ce cours a a proposé de faire un tour de pronoms? Alors justement, sur cette question, j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire, le pronom. J'ai cru qu'il fallait que je donne mon nom, mon prénom et juste la première lettre de mon nom de famille. Et une personne a posé la question, ce que ça voulait dire. Donc je me dis, ça va, je suis pas la seule à ne pas connaître. Toi et Anne-Charlotte, qui est donc ma sœur, vous avez dit que vous aviez un pronom neutre. En gros, on est dans une société qui est binaire. On estime qu'il y a des hommes et des femmes. Donc le pronom qu'on attribue aux hommes, c'est il, et le pronom qu'on attribue aux femmes, c'est elle. Il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans cette binarité et qui se genrent de manière neutre. Ces personnes se disent non-binaires. Et dans ces cas-là, elles vont choisir des pronoms neutres. Donc le plus connu, c'est IL. Mais aujourd'hui, dans la séance, il y en a 2 que j'ai découverts, UL et AL. Est-ce que maintenant, tu arriverais à savoir quel est ton pronom? Je pense que c'est elle, de toute façon, maintenant que ça y est, j'ai compris toutes les nuances. Mais c'est vrai, quand on n'est pas du tout habitué à ce langage-là, enfin, c'est vrai que c'est pas évident d'y faire face et de comprendre tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit neutre, parce que j'ai pensé que c'était ce qui correspondait. Mais voilà, maintenant que tu me dis ça, effectivement, c'est elle. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ce cours? Ce que j'ai appris, c'est que déjà le fait de se défendre, c'était pas forcément d'un agresseur, d'être agressé forcément dans la rue. C'était aussi, ça pouvait être aussi chez soi, ça pouvait être aussi par des personnes de l'entourage. Donc ça, c'était quelque chose, je trouve, d'important. Donc il fallait d'abord faire attention à soi pour pouvoir bien se défendre et dans les postures qu'elle nous a montrées, en fait, il fallait déjà faire face. Et aussi d'être vigilant avec soi-même, de faire attention à soi. Quels étaient les exercices qu'elle nous a donnés à faire pour être vigilant avec soi-même? Du coup, c'était surtout sur la fin, parce que c'est vrai que ça se termine par le fait de se faire des massages. Et c'est-à-dire que le fait de se défendre, c'est aussi respecter son corps et savoir lui donner des moments agréables. Alors moi, j'ai découvert un truc dans ce cours. En fait, l'an dernier, j'avais fait un reportage pour Néon sur de l'autodéfense féminine. Chaque année, on recense 84 000 cas de viols sur des femmes, sans compter le nombre incroyable de femmes qui ne portent pas plainte. Face à ces violences, de nombreuses associations se sont créées. C'est notamment le cas d'Amazon Training, qui propose des cours de self-défense dédiés aux femmes. Savoir se défendre et réagir à toute situation où on se sent agressé, menacé, en danger. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait le côté self-défense, mais avec toute la philosophie de l'agression, de reprise de confiance en soi, ce côté de se renforcer entre femmes, et tout ça, ça nous avait plu en plus du côté sportif. Et pour le coup, c'était vraiment beaucoup plus dans l'impact, on faisait beaucoup de sport, etc. Et là, c'est vrai que, comme tu dis, il y avait on s'est recentré sur soi, beaucoup de mouvements doux, etc. Et surtout, elle nous a parlé de se défendre verbalement. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Est-ce que toi aussi, ça t'a étonné? C'est vrai qu'au début, quand elle nous a dit de se défendre par le verbal, c'est-à-dire en disant très fort non, je me suis dit, bon, ça doit être... je ne sais pas si ça peut suffire. Et en fait, en l'expérimentant, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était quelque chose qui marchait. Et je me suis rappelé quelque chose qui m'était arrivé une fois. Alors, c'était avec un animal. Je m'étais retrouvée nez à nez avec un chien, alors que j'ai un peu peur des chiens. Enfin, c'était un chien un peu costaud. Et je me suis retrouvée nez à nez avec lui quand je suis descendue dans mon garage, et ce chien n'avait rien à faire là. Et j'ai poussé, mais un cri, je ne sais même pas d'où il venait. Et le chien est parti en courant. Et en fait, je me dis, c'est vrai que ce qu'elle a dit, une des premières choses peut-être à faire, c'est le verbal.
Et si le verbal ne suffit pas, parce que ça ne suffit pas toujours, effectivement, après, il y a une autre approche de plus de défense. Quel lien t'as créé avec les autres personnes qui étaient présentes ? Au départ, j'étais un petit peu intimidée, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Mais très vite, le fait de justement devoir changer de partenaire pour faire les petites expériences qu'elle nous demandait de faire, c'est vrai que ça a créé un moment d'échange vraiment très sympa. Est-ce que tu t'es sentie plus puissante après ce cours, ou est-ce que pendant ce cours, tu as pu appréhender ta force et ta puissance, même si c'est pas forcément physiquement ? Je me suis aperçue que sur la voix, oui, je pouvais effectivement avoir le verbal qui était là. En tout cas, ce qui est important aussi, ce que je voulais dire, c'était un petit peu comme quand on apprend les gestes des premiers secours. Je me disais, mais c'est bien d'avoir les gestes des premiers self-défense. Moi, je voulais juste rajouter que la mutinerie, c'est un bar féministe et queer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu vas faire un cours de self-défense à la mutinerie avec ta mère. Ta mère est vraiment trop cool. » Bref, l'autodéfense féministe permet de se protéger des agressions physiques, mais aussi des agressions morales, qui sont permanentes. Mais si, vous savez, ces mecs qui clôturent un débat en disant « De toute façon, vous les femmes, vous êtes chiantes ». Ces gens qui appellent constamment au racisme anti-blanc. Et ces TERF qui s'offusquent de voir des meufs trans concourir aux côtés des meufs cis. Vous les voyez, ces agressions ? Et puis, il y a les agressions physiques. Les claques au coin d'une rue, les mains aux fesses, les lynchages de deux meufs qui se tenaient la main, les viols alors qu'on était en soirée entre potes, ou les coups incessants du mec qui partage notre vie. Alors, les violences qu'on appelle éducatives ordinaires, ce sont tout un tas de violences, qu'elles soient d'ordre physique, comme le fait de donner une fessée, de frapper, de donner des petites tapes, de tirer les cheveux, de pincer, toutes ces petites violences, donc je mets le mot petit entre guillemets, et aussi tout ce qui est d'ordre plutôt psychologique. Le fait de punir, d'humilier, de menacer, de faire du chantage. Il y a aussi le retrait d'amour. Tout ce qui vise à manipuler l'enfant d'un point de vue psychologique pour l'amener à faire ce qu'on attend de lui et qui le fait souffrir par ailleurs. Il y a 3 individus qui m'ont bloqué la route. Un d'eux me dit mais en fait, toi, tu es un homme. Je me réponds, de toute façon, tu passeras pas. De là, un des 3 individus, en fait, me dit ah, mais en fait, t'as des seins, en fait, est-ce que je peux toucher ? Et à ce moment-là, il a porté sa main sur ma poitrine. Enfin, je commence à me rendre compte que j'étais dans une situation assez compliquée. Et là, je me suis retrouvé face à un homme qui a sorti son sexe devant moi. Il m'a dit que je devais lui faire plaisir. Et voilà, les hommes qui étaient au-dessus m'ont jeté de la bière dessus. À ce moment-là, la personne qui m'a touché la poitrine est revenue vers moi, m'a mis une gifle. Et après, la suite, vous l'avez vu sur la vidéo. Chris et sa petite amie Mélania ont été frappés par des hommes qui les avaient harcelées pour qu'elles s'embrassent. Les 2 jeunes femmes avaient été admises à l'hôpital pour des blessures au visage. J'ai été violée par mon ex-copain et je suis allée porter plainte 2 mois après les faits. Je suis allée voir 2 commissariats différents et quand je suis allée voir le premier commissariat, on m'a fait des remarques qui n'étaient pas très sympas, qui étaient assez culpabilisatrices. « Mademoiselle, pourquoi vous sortez avec des gens aussi moches ? Ça se voit à sa tête qu'il est pas très net. » Je précise qu'il était algérien. J'ai regardé le policier mimer l'action devant moi. C'était des questions du genre « Est-ce que vous savez, mademoiselle, que si vous déposez une fausse plainte, c'est préjudiciable par la loi. Donc ça ne vous met pas en confiance, c'est assez culpabilisateur, c'est assez humiliant. À la fin, on m'a demandé ce que j'aimais au lit, les fantasmes que j'avais. On a bien insisté sur la question, est-ce que j'aime le bondage, est-ce que j'aime le SM, est-ce que j'aime les simulations de viol. On m'a demandé aussi si j'étais sûre d'avoir été violée, est-ce qu'on n'était pas en train de jouer, qu'est-ce que c'était en fait pour moi se faire violer, qu'est-ce que j'avais ressenti. J'étais enceinte de 9 mois, donc j'arrive dans la salle d'accouchement et on me dit que, étant donné qu'il y a 5 accouchements en même temps, ça serait bien d'accélérer les choses. Une sage-femme rentre et me propose de percer la poche des os pour moi, pour que ça aille plus vite, mais que je risquerais d'avoir un peu plus mal. Donc moi, je me tourne vers mon compagnon pour peser le pour et le contre. On essaye de savoir quelle décision prendre. Quand elle part, elle me dit qu'elle m'a percé la poche des os.
sans attendre mon avis. C'est vrai, t'as raison, les femmes noires, on est très 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 sexualisées, mais super tôt. Et quand t'as 12 ans, t'as pas envie qu'un homme te regarde comme ça, qu'il te parle de ça. Non. Même toi, tu te sens agressée, en fait, c'est à moi de décider Totalement. Quand je veux que mon corps soit sexualisé, Totalement. En fait. On est vu comme moins innocente, et comme moins fragile déjà. Et donc, les gens se permettent plus de choses, en fait. C'est vrai. Vous organisez uniquement des ateliers et pas des cours réguliers ? On propose des stages de base de 2 jours, des journées thématiques. Là, par exemple, on avait fait une journée verbale et on va faire une journée autodéfense en autostop. Et puis pour les personnes qui ont fait des stages de base, donc 2 jours complets, soit chez nous, soit avec une méthode féministe. Ça veut dire n'importe quelle méthode, mais à partir du moment où c'est féministe. Un autre truc, même des sports de combat, pendant 10 ans, ça fonctionne pas. Là, les personnes peuvent venir suivre les ateliers de renforcement. Ça consiste en quoi, des cours ou des ateliers d'autodéfense féministe en mixité choisie ? La méthode qu'on utilise, c'est une méthode qui a été développée face au constat que des femmes qui étaient vraiment calées en sport de combat réussissaient pas à mettre en place ce qu'elles savaient faire dans la vie, notamment face à leur conjoint. Et la réponse à ça, ça a été pas simplement se concentrer sur du physique, mais en fait, la méthode qu'on utilise, elle a 4 dimensions. Il y a, du physique, mais il y a aussi beaucoup de verbal, avec l'idée que, en fait, les 3 quarts du temps, on commence pas par le physique, on va d'abord se défendre verbalement. Et puis, il y a toute une partie d'autodéfense émotionnelle. Comment je gère mes émotions, comment j'arrive à faire qu'elles ne me bloquent pas, mais plutôt qu'elles m'aident à me défendre, comment je vais transformer par exemple la peur en colère pour agir. Et puis une partie aussi d'autodéfense mentale, avec l'idée que l'autodéfense mentale, pour donner un exemple, c'est à partir du moment où je commence à me dire que j'ai le droit de me défendre. Et en fait pour beaucoup c'est énorme, c'est pas simple. Ça, c'est le premier truc pour la différence entre ce que nous, on propose et ce que proposent en fait généralement les personnes qui font l'autodéfense féministe et les autres sports de combat ou autodéfense en général. En physique comme en verbal, le but c'est que l'agression, la transgression, en tout cas le truc désagréable qui ne nous convient pas, s'arrête le plus vite possible. Pour rebondir un peu sur la question de la non-mixité, en tout cas la mixité choisie, déjà elle est définie par atelier, donc c'est spécifié à chaque fois dans l'événement qu'on va proposer, si c'est en non-mixité personnes trans, en non-mixité entre femmes, entre personnes lesbiennes. Et après, au-delà de ça, moi j'ai le souvenir en tout cas quand j'ai fait mon stage de base, du fait d'être en non-mixité déjà, c'est hyper empouvoirant parce qu'on se retrouve entre soi, on a un espace qui est pour nous et qui permet du coup une prise de parole qui est plus simple. Du coup, on a de la place en fait, une place qui n'est pas forcément laissée dans certains espaces. Moi, je sais que je fais de la boxe, autrement de la boxe anglaise, qui est un sport de combat, mais clairement, il y a 90% de mecs. Et donc, j'y retrouve pas forcément ma place. Et donc, c'est pas un moyen de me défendre, c'est plus un sport pour me défouler, pour me faire du bien. Alors que là, on est vraiment dans un espace avec les stages d'autodéfense et les ateliers d'autodéfense qui nous permettent de pouvoir échanger nos expériences d'agression et on se retrouve souvent à se confronter entre soi, à se dire ah mais moi j'ai vécu la même chose aussi et donc ça c'est important quoi. Et moi ça me fait penser à un moment en fait j'ai fait je crois que c'était 4 stages en tout avec des instructeurs des mecs 6 en fait. Ils étaient peut-être 3 ou 4 je crois et par contre c'était que des nanas en étudiante quoi, enfin en stagiaire. C'était cool d'être qu'avec des nanas et tout, mais très rapidement je me suis aperçue qu'il y avait un rapport de pouvoir qui serait installé parce que c'était les mecs qui connaissaient, qui avaient la connaissance et tout, et la nana qui écoutait bien sagement et qui essayait d'apprendre les techniques, mais finalement il n'y avait pas vraiment de dialogue entre elles quoi. C'était aussi vachement compliqué je trouve quand on faisait les exercices parce qu'ils jouaient un peu trop bien les agresseurs quoi. Franchement. Moi ça m'a replongé personnellement dans quand même
des trucs où je me sentais pas bien, quoi. Et je gérais pas du tout, et j'avais pas l'impression d'apprendre, quoi. Et j'avais plus l'impression je me sentais un peu écrasée, quoi. Quand on parle de non-mixité, c'est les participantes, mais aussi les personnes qui forment. Donc par exemple, quand je donne des stages en non-mixité femmes, c'est pour les femmes trans et les femmes cis. Et moi, je suis une meuf cis, donc je corresponds à cette non-mixité. Si on propose des non-mixités entre personnes trans, la personne qui va former sera une personne trans. Pourquoi vous avez décidé de faire de l'autodéfense, vous, personnellement ? Je suis arrivée au stage avec un peu des idées en tête, me disant, moi ce que j'aurais besoin, c'est un peu de savoir me défendre, pouvoir me défendre dans la rue, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup du harcèlement de rue, vis-à-vis des meufs, vis-à-vis des personnes lesbiennes et tout ça. Et donc du coup, c'était un peu ce premier point-là. Et puis finalement, j'y ai trouvé beaucoup plus que ça. Et donc ça, c'est vraiment la seconde partie où, en fait, en plus d'avoir des outils vraiment concrets pour pouvoir me défendre effectivement dans l'espace public, j'ai pu, grâce au stage de base et puis après les ateliers de renforcement, avoir des outils pour me défendre dans le travail. Moi, je travaille à l'hôpital. Je suis soignante et donc on en parle de plus en plus actuellement du fait qu'à l'hôpital il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça, beaucoup de racisme, de transphobie, de lesbophobie, toutes les phobies possibles et les ismes possibles. Malheureusement, ça épargne pas l'institution hospitalière. Même si on a l'impression qu'à l'hôpital tout le monde est sympathique parce que les soignants sont là pour aider les gens, c'est pas le cas malheureusement. Après là, la parole elle se libère par rapport à ça et tant mieux, et grâce à ça, grâce à l'atelier, différents ateliers que j'ai pu faire, j'ai pu mettre en place concrètement des choses pour un peu poser les limites et dire ne plus entendre certaines choses que j'avais plus envie d'entendre. Et donc c'était hyper impressionnant comment ça a eu un impact en fait sur ma pratique professionnelle, parce que j'avais plus envie d'être mal à l'aise au quotidien vis-à-vis de certains comportements. Et puis après aussi dans la sphère un peu plus privée, où on se rend pas forcément compte que les personnes parfois elles transgressent aussi nos limites dans la famille, dans les relations interpersonnelles. Et donc grâce aux ateliers et puis aux différents stages que j'ai pu faire, c'est pareil, j'ai eu des outils pour pouvoir mettre en place justement comment poser mes limites et comment arrêter les agressions. L'autodéfense, moi je l'ai pas commencé avec Lorelai. J'avais commencé, mais je sais pas, je dirais il y a au moins 5 ans, un truc comme ça. Et en fait, moi, j'avais commencé par j'avais envie de faire des sports de combat, parce que je crois que j'avais vachement de colère en moi et que j'avais besoin de me défouler, que ça avait besoin de sortir. Donc, j'ai fait de la boxe française. Et après, j'ai dû arrêter. Et je me suis dit, je vais me mettre à l'autodéfense, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je faisais de la boxe, etc. Et je me suis dit, peut-être parce que je m'étais fait agresser plusieurs fois. Donc je me suis dit, bon, peut-être que l'autodéfense, ça pourrait m'aider. Quand j'ai commencé avec Lorelai, je me suis aperçue que l'autodéfense verbale existait. Et que ça faisait une énorme différence. Et du coup, ça a un peu révolutionné ma façon de voir l'autodéfense. Et j'ai trouvé ça juste génial de se dire que à la base, si on peut désamorcer, si on n'est pas obligé de se battre et d'en arriver à se défendre physiquement, c'est super quoi. Du coup, les techniques que j'ai apprises à Lorelai, c'est vraiment des trucs que je peux utiliser au quotidien quoi. Et en fait, après, c'est vrai, ce qui est chiant par contre, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est toujours agressé. C'est vrai. Mais du coup, c'est bien de se dire ah oui, mais là en fait ça me convient pas, et c'est bien de pouvoir l'exprimer pas en criant, ou pas en criant déjà.
Parce que moi je dis ça parce que moi j'avais tendance à, soit j'ai du mal à parler, à dire ce qui me va pas, soit je le crie, je crie sur les gens, parce que c'est trop tard, quoi, parce que j'arrive plus à encaisser, quoi. Et du coup, je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout, cette façon de communiquer, et j'ai appris aussi à communiquer, et à poser mes limites et tout, et puis, et du coup, ça a amélioré aussi mes relations avec les gens que j'avais envie de garder dans ma vie, et tout ça, quoi, et d'éloigner les autres avec qui ça passait plus, quoi, ça me convenait plus, etc. Donc voilà. Moi, ce que je me rappelle, c'est que gamine, je voulais faire des sports de combat. Mes parents, ils avaient pas de thunes du tout pour m'inscrire dans des sports ou n'importe quoi, d'activités comme ça, donc j'ai jamais rien fait. À 16 ans, à partir de 16 ans, j'ai eu un truc qui a fait que j'ai un handicap. Du coup, tout ce qui était sport, on pouvait oublier pour moi. Parce que je peux pas avoir le certificat médical. Et en parallèle de ça, il y a le truc de gamine jusqu'à 16 ans, je me battais tout le temps. Et après aussi, mais plus pareil. En fait, plutôt après, j'allais me prendre la tête avec des gars et me faire taper dessus. À partir du moment où j'ai commencé à faire l'autodéfense féministe, j'ai arrêté de me faire taper dessus dans la rue. Ce qui est quand même assez incroyable comme truc. Et pourtant, j'ai pas changé le fait que quand ça me va pas ce qui se passe et que j'ai envie d'hurler, d'insulter et de faire de l'escalade, je le fais. La seule différence, c'est que j'ai maintenant plein de techniques pour faire redescendre les gars. Et par exemple, je sais que non, je peux pas leur taper avec le bout de mes doigts dans l'épaule en leur disant qu'est-ce qu'il y a, parce que là, c'est un signe de c'est ok, on passe au physique. C'est comme ça que je me faisais taper dessus, en fait. Et puis, il y a un moment où j'ai dû voir un mail ou quelque chose passer dans les listes les listes féministes où j'étais inscrite, qui disait qu'il y allait avoir un groupe d'autodéfense féministe à Paris. Et du coup, on t'a pas demandé de certificat médical Alors si, et j'ai fait la visite médicale en collant opaque, et quand le type m'a dit de me mettre accroupie debout pour mon cœur, j'ai pas pu me relever. Et donc il a grillé, il m'a demandé d'enlever mes collants, il a vu mes cicatrices et il m'a dit « Vous avez pas oublié quelque chose ?» Et donc j'ai pleuré pour avoir mon certificat médical en disant que c'était dégueulasse du fait que j'étais handicapée de ne pas avoir le droit d'apprendre à me défendre et que de toute façon c'était pas l'autodéfense physique, c'était aussi de l'autodéfense verbale, etc., etc. Et j'ai fini par l'avoir. Je l'ai eu une année le certif et ça a suffi pour la suite, quoi. Nous, on n'en demande pas. Après, je pense que ouais, j'ai subi pas mal d'agressions quand même dans ma vie et que du coup, il y a eu aussi un besoin ou une envie d'apprendre à me défendre. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de répondre aussi à pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir formatrice, parce que c'est lié en fait chez moi. Et il y a le truc de beaucoup de personnes qui m'ont parlé de trucs qu'elles ont subis et aussi de trucs assez classiques de petites agressions au travail comme t'en parlais ou en famille ou de choses comme ça, et où moi je me disais mais en fait face à ça je sais comment réagir. Et j'ai eu à un moment une envie de transmettre en fait. Vous avez parlé de stage de base. Comment ça se déroule un stage de base ? Enfin, si moi j'ai envie de venir, à quoi je dois m'attendre pour un stage de base ? On peut pas trop dire. Et là il y en a deux qui se disent je peux pas répondre à cette question, c'est secret. Ah ouais ? C'est secret. Ok. C'est le secret de l'Euroleague. Mais oui, il y a un énorme truc de confidentialité autour des techniques, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent en stage et qui disent ma fille a fait le stage, ou ma tante, ou ma sœur, ou ma copine, un truc comme ça. Et elle m'a donné envie de venir, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, l'idée c'est que y a un truc de confidentialité autour des histoires des personnes, avec l'idée que si quelqu'un partage un truc pendant un stage, c'est parce que c'est maintenant ici entre nous, et ce serait peut-être pas pareil dans 1 heure dans un bar en train de, je sais pas, boire des jus d'orange et des verres, et ce serait pas non plus pareil avec d'autres personnes. Du coup, ça ne doit pas sortir. Et les techniques, on n'en parle pas pour qu'elles restent efficaces.
les enchaînements qu'on apprend, etc. On n'en parle pas pour pas que ce soit connu en fait des agresseurs et que du coup il y ait des personnes, des Lorelai qui se retrouvent à essayer des choses qui fonctionnent pas sur le moment parce que c'est déjà prévu. En fait, je vais pas décrire le contenu, mais en tout cas, je peux expliquer moi personnellement ce que ça a pu m'apporter, c'est que ça permet de travailler sur la légitimité de se défendre. Que en tant que meuf, on nous apprend socialement, historiquement, on est construit pour sourire, pour s'excuser et pour ne pas se défendre. Donc du coup, rien que ça en fait, le stage il permet de déconstruire cette question-là, de se dire je suis légitime à me défendre, j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit de poser mes limites, j'ai le droit de dire non, j'ai plein de droits en fait. Et donc rien que ça, c'est juste une super publicité je trouve, c'est hyper cool. Tout à l'heure t'en as parlé mais bon, je vais quand même poser la question. Est-ce que pratiquer le self-défense développe en vous un sentiment d'empowerment ? En fait, suite au premier stage de base que j'ai pu faire, comme disait Pauline, le soutien du groupe déjà pendant le week-end est super intense et ça fait un bien du fait de la non-mixité, du fait d'être ensemble pendant 2 jours, ça crée une émulation déjà hyper forte et on voit aussi les autres personnes faire des choses. On se voit faire des choses et du coup c'est hyper impressionnant quoi. Des fois on se dit mais je suis capable de ça en fait, c'est hyper beau en fait parce que des fois on se regarde et puis on est là waouh c'est cool. Tu t'arrêtes, tu regardes tout le monde travailler et tu fais waouh toutes ces meufs qui se battent quoi, c'est vraiment trop cool. Moi j'ai remarqué que souvent après soit un stage soit un atelier, je me sens après super fragile et j'arrête pas de cogiter. Donc c'est difficile de dormir après ça, je trouve. Et on repense à tout le déroulement en fait, de l'atelier. Mais ça joue vraiment sur du long terme. Moi, je commence à assimiler tout ce que j'ai appris. Et au fur et à mesure, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, etc., je me suis aperçue que je faisais vraiment, vraiment des progrès. Ça n'a pas été une révélation genre physiquement et tout, mais vraiment clairement dans la façon de communiquer ou la façon de gérer des petites agressions et tout quotidiennes, des trucs comme ça. Moi, ce que j'en vois, c'est que c'est hyper personnel. Il y a des personnes qui sortent de stages et d'ateliers qui sont... Bon, quasiment tout le monde est crevé après un stage de base, mais qui vont être surexcités, qui ont envie de péter des genoux à tout le monde dans la rue, qui ont envie de taper du poing sur la table en arrivant chez elles, etc. Et qui ont une énergie de dingue et qui se sentent hyper puissantes et qui ont halluciné comment elles ont tapé fort et qui ont halluciné de réussir à dire certaines choses. Et puis d'autres qui se sentent un peu vides à la fin, épuisées, qui ont l'impression d'avoir un trop plein d'informations. Ce qui est sûr, c'est que moi, les ateliers de renforcement, ils m'ont permis de voir aussi l'évolution sur le long terme, plutôt. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre cette énergie, quelle qu'elle soit, à la fin d'un stage de 2 jours, et qu'est-ce que ça devient 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard. Et ce que j'ai pu voir, c'est des trucs qui bougent dans les vies des gens. Vraiment. Des meufs qui se tirent d'une relation conjugale violente, par exemple. Ou des meufs qui m'avaient parlé d'un truc en stage et qui viennent me voir ensuite en renforcement et qui me disent en fait, ça y est, j'ai dit que c'était hors de question que je retourne à un repas de famille tant qu'il y aura mon frère présent ou tant que personne n'interviendra à chaque fois qu'il me fout une claque. Voilà, des choses comme ça, quoi. Et du coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a un impact, en tout cas sur le long terme, chez les personnes. Et après, pendant le stage, la manière dont moi j'ai appris à bosser, c'est... Oui, je vais corriger, par exemple, quand il y a une erreur. Si elle est importante, pas tout le temps, parce que des fois c'est pas si grave, il n'y a pas besoin que tout soit parfait non plus. Par contre, avant de corriger, je vais aussi dire qu'est-ce qui a été bien fait. Et ça, c'est pas un truc... pour moi, c'est de la pédagogie féministe, et c'est pas un truc qui est fait tout le temps partout. En fait, on n'a pas cette habitude-là. Et ça me fait un bien fou de le faire, ça me fait un bien fou quand on me le fait, et ça me fait aussi un bien fou de voir l'impact sur les personnes, quoi, qui se disent « Ah ouais, ok, bon, j'ai ce truc-là à améliorer quand je fais telle chose,
Mais en même temps, ça, je le fais bien depuis le début. Du coup, je peux aussi me raccrocher à ça, quoi. Tu proposes des ateliers à Montpellier aussi, du coup ? Là, il y a une formatrice qui va être formée, qui va finir sa formation en octobre-novembre, qui habite à Paris. Donc normalement, elle devrait prendre la suite pour ici, pour Paris. Et puis moi, comme j'ai déménagé à Montpellier, pour l'instant, je fais des allers-retours, histoire que l'association meure pas, quoi. Et on essaie de monter quelque chose à Montpellier, on va voir comment ça se passe, avec cette idée de, au lieu de recommencer tout le travail depuis le début, on profite de ce qui a déjà été fait en créant une antenne et on voit comment ça prend dans les autres villes. Dès qu'il y a une formatrice en fait qui déménage, on peut créer une antenne de cette manière-là. Donc c'est plutôt cool. Donc oui, Montpellier maintenant aussi. Mais on travaille aussi à Boulogne-sur-Mer d'ailleurs. On est en partenariat avec la ville depuis le début. Donc en fait, on ne travaille pas que à Paris. Et à Boulogne-sur-Mer, c'est la ville qui paie les stages pour des meufs qui n'ont pas du tout de thunes. Et pour finir, est-ce que vous avez des recommandations à nous transmettre ? Donc, recommandations littéraires. Non, c'est non de Irène Zellinger. Petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Il y a un documentaire audio qui s'appelle À bras le corps, qui a été fait par plusieurs personnes, dont une formatrice qui a été formée en même temps que moi. Et du coup, À bras le corps, normalement, il est téléchargeable ou écoutable en tout cas en ligne. C'est du son qui a été pris pendant des stages, peut-être pendant des ateliers aussi. Donc avec des petits morceaux de ce qui est vécu, dit en stage. Donc ça donne quand même déjà une approche, en tout cas leur approche à elle, quoi. Sur notre site internet, on a essayé de lister un maximum d'assauts, de collectifs, de personnes aussi, de formatrices qui transmettent de l'autodéfense féministe en France. Je ne sais pas si on a d'autres pays, mais en tout cas en France, pour les autres villes, qui ne sont pas que Paris et Montpellier. Donc ça peut être aussi chouette pour les personnes qui ont envie de faire l'autodéfense féministe, de regarder là. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Un grand merci à Patrice du podcast Binous USA d'avoir prêté sa voix pour l'intro. C'est lui que vous entendrez à chaque fois en tout début d'émission. Merci à Noémie des podcasts So 80s et Parenthèses d'avoir lu le texte sur les tout premiers manuels d'autodéfense des femmes. Merci à Podcut, évidemment. Merci à ma maman que j'aime de m'avoir accompagnée et d'avoir répondu à mes questions. Et surtout, merci à Pauline, Idaline et Marie de permettre l'existence de pratiques telles que l'autodéfense féministe. Des gros poutous, à dans un mois. Ah oui, un petit PS. Si vous avez envie de participer à l'Olympiade Femelle en animant un épisode ou bien en participant au montage ou à la com, envoyez-moi un petit DM. Des bisous!